Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour cette 13e émission consacrée à la nature, à l'écologie, au monde agricole et au patrimoine intitulée Les pâturages du ciel. Ce doux nom de pâturage du ciel, vous le savez, rend hommage au merveilleux recueil de nouvelles de l'écrivain américain John Steinbeck. Dans une vallée de Californie où le ciel et la terre rivalisent de beauté au rythme des saisons, des fermiers prospèrent et d'autres fermiers se ruinent et se déchirent. Au fur et à mesure de l'arrivée de nouveaux colons, la nature recule, dévorée par leur rapacité. Certains la protègent, d'autres la maltraitent, et cette émission a pour ambition chaque mois de vous conter un peu de cet accouplement aux allures de combat entre l'homme et la nature. Pour m'accompagner ce soir, j'ai deux invités, un peu moins qu'habituellement, mais ils sont excellents, donc ils feront largement remplacer le trio habituel. Je vais commencer par celui que nos auditeurs commencent à bien connaître, Tanguy Devienne. Donc vous êtes fondateur d'une agence de communication ad vitam et du cabinet d'architectes Dussolier de Vienne, outre votre attachement au patrimoine, vous vous intéressez particulièrement aux moyens d'optimiser la consommation énergétique. On parlera bien sûr, puis canadien, puisque vous êtes en train d'en installer chez vous. Bonsoir. Avec nous également ce soir, un homme que je suis très fier de recevoir, que nos auditeurs ont certainement déjà lu, mais sans doute beaucoup moins écouté, Yves Christen. Vous êtes journaliste scientifique, essayiste prolifique, biologiste, vous allez sur le terrain, vous ne restez pas en laboratoire, spécialiste, je ne le savais pas, de la maladie d'Alzheimer. Mais ce soir, ce n'est pas sur ce sujet que je vais vous interroger, mais sur le règne animal, sur les bêtes et bestioles. Et oui, au programme, nous allons d'abord évoquer le dernier dossier du magazine Éléments, où vous chroniquez, cher Yves Christen, puis nous parlerons de ce qui est le propre de l'homme. Mieux est de riz que de larmes écrire, pour ce que rire est le propre de l'homme. Voilà Rabelais, inspiré par Aristote, qui nous proposait cette simple réponse. Mais je ne crois pas me tromper en vous annonçant qu'Yves Christen va nous mettre des bâtons dans les roues dans nos tentatives d'affirmer une rupture ontologique entre l'homme et l'animal. Et puis on continuera, nous parlerons pollution au cadmium, puis canadien, la marotte de Tanguy de Vienne, comme je vous le disais, sans oublier de terminer cette émission avec l'évocation par chacun d'entre vous d'une grande figure de l'écologie. Alors, chers auditeurs de Radio Courtoisie, cette émission est enregistrée, donc vous ne pourrez pas intervenir en direct cette fois-ci. Mais je suis bien sûr à l'affût de vos commentaires, n'hésitez pas à les envoyer, je les lirai avec attention. Alors première chose donc, ce dossier Éléments sur la ruralité. Alors Éléments, Yves Christen, vous connaissez bien puisque vous avez une chronique sur le monde animal dans chaque numéro, me semble-t-il. Depuis combien d'années ? Ça, je ne saurais vous le dire. Enfin, cette chronique doit exister depuis, 2-3 ans, quelque chose comme ça. Ah, seulement de 3 ans, d'accord. Peut-être 4 ans, en fait. Ah, On pourrait dire, je n'en sais plus rien. Elle est excellente. Ou peut-être plus, d'ailleurs. Bon. Comment on pourrait l'intituler ? L'intelligence animale ? Alors, elle s'intitule Bestiaire, c'est intitulé que la rédaction en chef a mis, mais c'est pas seulement l'intelligence animale, vous voyez, c'est un regard sur des animaux non humains, mais destiné à éclairer des problèmes qui dépassent ce cadre, vous voyez, qui sont des problèmes souvent philosophiques et également des questions qui concernent l'espèce animale particulière qui est l'homme. Je veux dire que à travers l'étude d'animaux non humains, on peut apprendre aussi beaucoup de choses sur le fonctionnement de l'esprit humain, sur la représentation du monde et même sur la notion même de conception du monde. Parce que l'une des idées à laquelle je m'attache, c'était d'ailleurs le thème d'un ouvrage que j'ai publié chez Odile Jacob, c'est le fait que les animaux, c'est-à-dire les êtres pourvus d'un cerveau, sont des êtres qui ont des conceptions du monde. La caractéristique principale, à mes yeux, d'un animal, c'est d'être capable d'avoir une conception du monde. Donc ce n'est pas le propre de l'homme que d'avoir une conception du monde. À mon point de vue, non, certainement pas. Les végétaux n'ont pas de conception du monde, pour autant qu'on le sache, parce qu'ils n'ont pas de cerveau. Et les pierres, encore moins. Merci, Yves Christen. Nous allons reparler de ce sujet de l'animal, puisque c'est le cœur de notre émission. Dossier Éléments, donc je vous en parlais, c'est celui qui est en ce moment en kiosque. Alors je vous en prie, allez vous le procurer. Je suis un peu parti pris parce que cette fois-ci, j'ai écrit une chronique pour l'introduction justement de ce dossier intitulé « Nos campagnes en danger, productivisme, bobos ruraux ».
Khmer vert. Je vais commencer par demander l'avis de Tanguy de Vienne sur ce dossier. Eh bien, je le trouve fort intéressant, révélateur. Je trouve il commence déjà en dénonçant une sémantique qui effectivement commence par le mot ruralité, qui n'est pas le mot qui sonne le mieux et qui effectivement est utilisé pour décrire quelque chose qui disparaît et je dirais qui n'est même pas assumé par ceux qui y habitent. On ne se définit jamais comme un rural, ou en tout cas, je n'ai jamais entendu ça dans la bouche de quelqu'un qui habitait la campagne. C'est vrai que c'est à la fois un article nostalgique qui rappelle quelques évidences et puis qui nous prouve qu'on finit par trouver normal ce qui n'est que habituel. On voit la succession, on sent le sous-jacent politique, je dirais le renoncement aussi, mais également l'espoir. Je trouve que cet article a vraiment beaucoup de relief. Il se termine par une évocation humaine qui est Bébert, que j'ai eu la chance de croiser, puisque dans la vie réelle, nous sommes aussi amis. Exactement. Donc j'ai eu la chance Bébert. de croiser Bébert et effectivement, il incarne tout à fait cette France qui, je pense, est quand même dans l'inconscient collectif et reste dans l'inconscient collectif. Il y a le rappel aussi à la terre, il y a le rappel de certaines évidences. Est-ce que l'on peut venir d'autre chose que justement d'une terre ? Alors pour que nos auditeurs sachent de quoi on parle, la ruralité au sens de l'INSEE, c'est toujours important d'avoir une vision, j'allais dire, chiffrée des choses, c'est 88% du territoire français pour seulement un tiers de la population. C'est donc défini essentiellement par la démographie et l'éloignement des grands centres-villes. On avait pensé bien entendu à une autre définition finalement. Qu'est-ce qui va véritablement distinguer le monde rural du monde urbain ? Bien paradoxalement, c'est devenu deux choses. L'obligation du nomadisme. Vous êtes condamné à quitter votre campagne, ne serait-ce que pour aller à la préfecture, pour vous faire hospitaliser, pour conduire vos études, y compris au stade du lycée agricole. Donc paradoxalement, le lieu de l'enracinement est devenu le lieu d'où l'on doit partir à un moment dans sa vie. Et puis l'autre dépendance étonnante, là encore, puisque là, le rural est encore forcé au nomadisme, c'est la dépendance à la voiture. Un rural va faire en moyenne 23 km de plus par jour qu'un habitant du reste du territoire français. Et il est effectivement totalement dépendant de son véhicule. Ce qui crée d'ailleurs le sentiment d'être un gueux. C'est-à-dire que l'urbain va avoir ses transports en commun, ses VTC ou taxis, il va pouvoir mettre sa voiture dans un parking. Et en fait, c'est le rural qui, lui, est forcé non seulement de venir vers la ville, mais en plus de payer, de se faire littéralement sucer le sang entre contraventions et tickets de parking. Donc effectivement, ça c'était la première chose, c'était la définition. Et je crois, au-delà de l'article qui l'entame et que j'ai écrit dans ce numéro, les autres articles de ce dossier qui est vraiment passionnant, que je vous recommande, ont tous en commun, je crois, d'être assez équilibrés. Il y a souvent une espèce de fascination et de fantasme sur la campagne. La droite y voit une sorte de lieu peuplé de grands patriotes moustachus qui réciteraient des chants patriotiques en se souvenant des jours anciens et en cassant des noix au bord de la cheminée. Hélas, non, c'est terminé. Au contraire, c'est un lieu où l'aliénation a peut-être été la plus forte. Il n'y a plus de petits commerces. On est dépendant plus que nulle part ailleurs des colis Amazon. Et en fait, il n'y a plus comme éclairage la nuit, étant donné qu'il n'y a plus de bistrot, que de tristes distributeurs automatiques de pizza. Alors ça, je vous invite, si vous n'êtes pas attentif, à regarder maintenant. Quand vous traversez la France des campagnes, effectivement, la seule borne lumineuse, ce sera un distributeur automatique de pizza. Donc, ce sont effectivement des lieux qui ont longtemps agonisé, j'allais dire, dans le silence. Ce qui est rassurant, c'est là aussi l'espoir qu'on a voulu transmettre dans ce dossier, c'est qu'il y a une forme de renaissance. Le grand danger, c'est l'immigration qui est de plus en plus forte et qui vient accentuer l'aliénation. Mais de l'autre côté, il y a de nouveaux habitants qui s'installent
pour des questions tout simplement de prix, de niveau de vie souvent au départ, de dégoût aussi du mode de vie urbain. Et cela crée, auparavant, vous savez, même le voisin du canton a été vu comme un étranger. Aujourd'hui, il n'y a plus ce phénomène de rejet à la campagne, dans les campagnes. Donc, c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir s'installer et vivre et avoir une activité dans ces zones beaucoup plus facilement qu'auparavant. Il y a un désir, je pense, de recréer des sanctuaires, de recueillir aussi, c'était le témoignage de ce cher Bébert, qui est un paysan de 82 ans, qui est mort l'année dernière, et qui avait cette soif de transmettre absolument merveilleuse, et qui à la fin de ses jours s'inquiétait juste de manquer de bois dans son poêle, qui aimait les choses simples, les belles choses, qui avait un sens aussi de la beauté, qu'on commence à retrouver. Je recommence à la campagne à voir des gens qui sont sensibles à la beauté de leur paysage, ce qui longtemps avait disparu avec le remembrement, avec cette vision industrielle de l'agriculture. Là, il y a un retour à une forme de sanctuarisation, donc il faut s'en réjouir, et il faut aussi se dire que c'est un peu comme le journalisme. Vous savez, on dit souvent, il n'y a pas de journaliste de droite. À un moment, c'est aux parents de dire à leurs enfants, mais allez faire du journalisme, occuper ce terrain, mener la fameuse bataille culturelle. Mais là, pour les campagnes, c'est un peu la même chose. Il faut aussi encourager nos fils et nos filles à s'intéresser à la nature, au paysage, au monde qui les entoure, et puis pourquoi pas à s'installer pour y élever eux-mêmes leurs enfants. Donc oui, un dossier où il y a également un très bel entretien avec Jacques Terpan, qui est un illustrateur de grand talent, et à mi-chemin entre l'esprit de Jean Raspail et de Giono. Et il évoque finalement sur une période de 1000 ans le village familial, c'est l'histoire de sa famille qu'il raconte, et les changements et la disparition peu à peu de la paysannerie au fil du temps. Donc ça, c'est très émouvant. Un très bel article de Jacques Terpan, très belle interview. Également la désillusion, passion et désillusion par Xavier Aymon, le directeur de la rédaction, de ceux qui reviennent à la terre. En particulier après le Covid, il y a eu un grand engouement. Et puis finalement, les gens se sont un peu désintéressés et puis surtout ont réalisé que ça n'était pas si simple. En particulier l'hiver à la campagne n'est pas si simple. Effectivement, les mois de janvier, février et mars passent lentement. Et je termine avec la recension de l'excellent ouvrage de Charles Stepanov, L'animal et la mort, qui a été publié en 2021. Je n'ai plus la maison d'édition, veuillez me pardonner, mais il faudra que je vous la donne. Et donc c'est Guillaume Travers qui s'est occupé de cette recension. C'est magnifique. En fait, il décrit la façon dont les chasses vivrières créaient le mythe et créaient finalement l'esprit communautaire français, et qu'avec la disparition de ces chasses, eh bien, d'un côté, on a eu un mouvement de protection de l'animal, avec les animaux domestiques, une espèce de déification de l'animal, et en parallèle, au contraire, un processus d'industrialisation où l'animal n'était plus vu que comme un futur bout de viande à l'étalage. C'est-à-dire finalement, l'animal n'est plus réduit qu'à sa fonction de production. Et en fait, ces deux phénomènes sont arrivés au même moment, et il décrit justement la façon dont ces chasses vivrières, hélas, sont disparues très récemment en France. Alors, je voulais, Yves Christine, est-ce que vous avez, pu jeter un œil à ce dossier? Est-ce que vous avez pu le lire? Un œil, c'est une problématique très intéressante, et les articles que vous avez nommés sont évidemment intéressants. En vous écoutant, comment dirais-je, ce qui me vient à l'esprit, c'est le fait que, c'est peut-être un peu pessimiste ce que je vais dire, hein, je vais essayer de me corriger ensuite, mais s'il n'y a pas, comment dirais-je, une sorte de perte quasi totale de la représentation de ce qui, pour les gens de ma génération, était ce que de la campagne, des paysans, vous voyez, on a parlé de Giono, enfin. Et d'ailleurs, même, c'est pas une critique dans votre présentation, la ruralité, comment on définit tout ça, mais à cette époque-là, qui n'est quand même pas la préhistoire, on ne se posait même pas la question de savoir comment on devait définir la campagne. Les gens en avaient une représentation approximative, comme tout, mais enfin, c'était vivant, ça voulait dire quelque chose. Vous voyez, la campagne, hein, les paysans. Et évidemment, il y a de la littérature, de la bonne littérature dans le cas de Giono, ou même des
des littératures critiques, Balzac, etc. Bon, on a évoqué Steinbeck, ce n'est pas la France, mais il y avait quelque chose, vous voyez, les gens avaient dans leur esprit la représentation de ce que ça voulait dire. Je crois que je me demande si aujourd'hui, les gens ont cette représentation. Vous avez parlé tout à l'heure de journalisme, et c'est vrai que le journalisme est à gauche depuis bien longtemps, mais quand même, il existe encore, dans les familles qui ne sont pas de gauche, une représentation de certaines idéologies qui ne sont pas toutes les mêmes, hein, qui ne sont pas de gauche, alors on les appelle de droite ou autrement. Dans leur esprit, ça existe très peu dans la presse, mais ça habite encore leur esprit. Et je me demande, mais c'est vraiment une question, et c'est pas je réponds pas à cette question que je pose, dans quelle mesure, dans la population française d'aujourd'hui, les gens ont la représentation de ce que moi j'appelais la campagne quand j'étais un jeune homme. Je me pose la question. C'est vrai que pour nous, ça allait de soi. Petit, voilà, on allait à la campagne. Le mot ruralité n'existait pas. Le mot territoire, encore moins. Alors, territoire. Le mot territoire avait un autre sens. Vous voyez, bien sûr. Comme le territoire, les jeunes, etc., les quartiers, enfin, ces mots existaient avant, mais ils ne voulaient pas du tout dire ce qu'ils disent aujourd'hui. Hein. Et d'ailleurs, à propos de ces mots, il est intéressant de voir, je fais une digression, que ces mots ont vocation non pas à dire quelque chose, mais à dissimuler quelque chose. Et on peut se poser la question pour la ruralité et d'autres mots du même acabit, territoire aussi adapté à cette problématique, dans quelle mesure ces mots ne sont pas là pour effacer quelque chose. Mais je vous rejoins, c'est tout à fait cela. Et comme lorsqu'on parle de mixité pour les zones où justement il n'y a plus aucune mixité, j'irais même plus loin, je pense que ça désigne peut-être même des choses déjà disparues. Oui, voilà. Ou en tout cas en voie de disparition. Oui. On invente des mots quand la chose elle-même qu'elle est censée désigner est en voie de disparition. Et surtout quand on entend dissimuler quelque chose qui est bien réel, et donc on utilise un vocabulaire qui existe, mais qui est de nature précisément à ne pas donner dans l'esprit des gens la représentation qui est attachée à ce qui se passe. C'est vrai. Tanguy Devienne ? Oui, alors j'étais malgré tout la Renaissance, enfin, si on doit se projeter et si on doit constater ce qui se passe dans certains départements, je pense par exemple à la Drôme, je pense à certaines personnes qui s'illustrent à travers des documentaires ou plus généralement des vidéos, comme par exemple l'Archipel. J'encourage chacun à regarder ce genre de vidéos. Eh bien, on s'aperçoit que la campagne, ou en tout cas ces territoires reculés, sont parfois choisis très volontairement, avec des critères qui nous échappent complètement. C'est-à-dire que ce n'est pas le bassin d'emploi qui compte avant tout, mais c'est disons, la préservation justement d'un environnement. Les critères pour s'y installer tiennent à la terre, à l'absence de pollution, donc au fait que les nappes phréatiques, qu'on puisse encore compter dessus sans avoir à passer par des filtres ou se raccorder à l'eau, je dirais, au service public. Et finalement, cette indépendance fait naître, ou en tout cas apporte à ces régions de nouvelles personnes éminemment douées. Des ingénieurs qui sont plus ingénieux qu'ingénieurs, des autodidactes, des géotrouve-tout. En ce moment, là, vous évoquiez justement le puits canadien que je suis en train d'installer, avec un peu d'humour au passage, ou en tout cas, voilà, de dérision. Eh bien, celui qui m'accompagne dans ce projet, Maxime Lung, j'ai peur de d'écorcher son nom, donc je fais... Ah ben juste, je ne l'ai pas sous les... Il m'excusera. Appelons-le Maxime. Luginbull, d'ailleurs. On peut se tromper facilement. Donc Maxime Luginbull, qui appartient à un collectif qui est donc Toito, qui accompagne justement des installations autonomes et qui sont dans une logique qui flirte avec le survivalisme. Mais le survivalisme trouve finalement son épanouissement dans des cadres qui ne sont pas urbains, qui sont précisément des cadres campagnards, reculés, et où finalement le fait de ne pas d'être tributaire de sa voiture n'est plus finalement une évidence.
Et donc c'est pour ça que je trouve intéressant de regarder aussi ce qui est en train de naître et qui effectivement n'appartient pas à l'héritage, mais à quelque chose de nouveau. Alors c'est vrai que là on parlait, j'allais dire, de l'homme dans les campagnes. Il y a la question des animaux dans les campagnes. Et ça y a une modification tragique. C'est dans le livre de Stepanov, il le note. Je pense que tous ceux qui ont connu enfant la campagne se souviennent. Moi, j'ai souvenir de chants, on pouvait lever des compagnies de perdrix, des faisans, des lièvres, des lapins, des grives. L'alouette chantait et on la reconnaissait. C'est vraiment largement désertifié. C'est très bien expliqué. Avec ce silence des bêtes vient le silence des mythes. C'est-à-dire que ces animaux n'habitent plus finalement la pensée occidentale. Et je me demandais, Yves Christen, vous qui voyagez beaucoup, est-ce que cette chute de la biodiversité, vous l'observez, vous avez pu l'observer ailleurs dans le monde? Et puis aussi, quels sont vos souvenirs des campagnes françaises? Vous qui avez connu l'avant-remembrement, en tout cas la période où le gibier était partout et où les bois et les champs et les prairies foisonnaient de vie. Alors, globalement, évidemment, le déclin est un peu partout, hein. On le voit bien chez nous parce qu'on y habite, hein. Et la meilleure manière de le voir, d'ailleurs, c'est de prendre la voiture. Avant, pour aller de Paris à Marseille, il fallait essuyer le pare-brise au moins 2 ou 3 fois. Aujourd'hui, il n'y a plus d'insectes, quasiment, hein. Or, les insectes, c'est quand même le gros de la population animale. Et donc, c'est une chose dont chacun peut faire l'expérience. Alors, les faisans, c'est pas tout à fait vrai, on en voit beaucoup parce qu'ils ont été libérés la veille au soir, donc évidemment, ils sont domestiques, il suffit d'étirer. Mais auparavant, ils étaient sauvages, non? C'est un animal. Avant, c'était des vrais faisans, voilà. C'était des vrais perdrix. Bon. Exactement. Alors, évidemment, le problème, ça dépend des pays. Certains pays sont mieux arrangés que d'autres. Et puis, pour la grande faune, si vous voulez, beaucoup de pays ont protégé la grande faune parce qu'elle est visible. C'est vrai qu'aux États-Unis ou au Canada, on voit beaucoup de gros mammifères. En France, c'est rare de voir un grand mammifère, rare. Si, en dehors des chevreuils, oui, chevreuils, sangliers, cervidés. Ça devient de moins en moins rare de voir des sangliers. Les sangliers, on sait qu'il y en a beaucoup, on les voit moins souvent qu'on ne sait qu'il y en a beaucoup parce qu'ils sont souvent discrets. Et nocturnes, etc. Voilà. Ils font leurs petits travaux. On voit les dégâts. Ils savent qu'ils ne sont pas populaires, ils préfèrent ne pas trop se montrer. C'est ça. Mais globalement, effectivement, il y a une chute. Alors, avec tout de même certaines espèces iconiques qui peuvent renaître. Par exemple, le tigre en Inde est en voie de progression, parce que les espaces pour les tigres se sont élargis. Mais là, ça ressemble à la campagne à l'ancienne. Ce qui est très intéressant dans la nouvelle étude qui est parue sur les tigres, c'est que les zones qui ont été de nouveau conquises par les tigres sont des zones peuplées par des humains, avec une densité d'habitation qui, je crois, est de l'ordre de 250 par kilomètre carré. Ah oui, en France, considérable. On est à 100, je sais pas quoi, 100 quelque chose. Oui, bon. 110. Alors, évidemment, en Inde, il y a beaucoup de monde. De toute façon, il y a toujours eu des animaux et des humains qui vivaient ensemble, hein. C'est une civilisation passablement différente. Mais globalement, les animaux se portent mal. Pour être tout à fait honnête, en ce qui me concerne, j'en ai moins fait l'expérience que d'autres, parce que j'ai passé les 20 premières années de ma vie à Marseille, qui n'a jamais été une ville très peuplée d'animaux sauvages, en dehors des rats, qui sont très communs, et qui sont d'ailleurs en général sympathiques. Mais, donc je ne suis pas un homme de la campagne. Ouais, je suis de ces habitants des grandes villes, avec une espèce d'amour mythologique pour la campagne. Et lorsque je suis devenu autonome, j'étais bien heureux de pouvoir par moi-même aller chercher les petites bêtes dans les campagnes françaises. Et je dois dire, plus à l'étranger qu'en France. Oui. Je rappelle simplement les chiffres, hein, pour ceux qui mettent en doute, ça arrive hélas, mais cette chute de la biodiversité, 1983, dans l'Eure-et-Loire, 191 000 perdrix étaient tués chaque année. Cette année, 2023, pardon, il y en avait 400. Voilà, tout de même, c'est une différence considérable. Vraiment, la disparition des bêtes
en France est vraiment frappante. Dans le monde. Alors, évidemment, il faut sans aussi doute. tenir compte, c'est comme pour les maladies, la fréquence des maladies, il faut tenir compte aussi que on redécouvre des animaux que l'on croyait disparus. Ça n'est pas parce qu'ils sont revenus alors qu'ils avaient vraiment disparu, c'est simplement parce que pour les animaux très discrets, on ne les voit pas pendant longtemps, on finit par en trouver un ou deux. Et puis aussi, on a quand même des moyens technologiques beaucoup plus étendus pour prendre la mesure de la diversité. Je vais vous donner un exemple d'ailleurs, qui vient juste de paraître, c'est un peu indépendant par rapport à nos affaires, mais dans un article de Nature de la semaine dernière, on y a évalué, tenez-vous bien, la diversité avec de l'ADN contenu dans l'air. Dans l'air. D'accord. Hein. Donc ça veut dire que, et en prenant de l'ADN, on l'avait déjà fait pour l'eau, pour la terre, etc., on peut avoir une certaine évaluation de l'ensemble richesse de la faune des animaux, enfin des êtres qui se trouvent là-dedans. Hein. C'est fascinant. Donc évidemment, ça nous donnera un accès potentiel à une connaissance beaucoup plus exhaustive de la biodiversité. Mais ça ne veut pas dire, parce qu'on va trouver de nouvelles espèces, que la biodiversité se porte bien. C'est simplement parce qu'il y a des espèces nouvelles qu'on n'avait pas découvert avant. Hein. A évolué. Je vais vous poser la question à tous les deux, d'ailleurs. Comment expliquez-vous cette chute massive de la biodiversité ? Est-ce qu'elle est uniquement anthropique ? Est-ce qu'elle est liée justement au système agricole moderne ? Pour ma part, oui, on l'a dénoncé à maintes reprises. Effectivement, l'agro-industrie est la grande responsable. Ça s'impose comme une évidence. Là aussi, on voit quand même naître un espoir, puisque certains syndicats commencent à émerger. On pense à la Confédération paysanne et surtout à la coordination rurale, qui, elle, a effectivement bien progressé au détriment de la FNSEA, et Jeunes Agriculteurs, ce qui est vraiment une... Qui est loin de vouloir se passer d'engrais chimiques. Mais... Oui, justement, mais c'est pour ça que je citais la Confédération paysanne. Oui, qui est plus raisonnable. Oui, la Confédération paysanne là, est très radicale sur le sujet. Oui, soyons fermes. La coordination rurale, c'est nuancé, et la FNSEA est clairement... favorable à un minimum de normes, y compris environnementales. C'est ce que Benoît Biteau dénonce très légitimement, c'est de dire la FNSEA est en train de défendre 6% des agriculteurs, et qui sont beaucoup plus des exploitants agricoles, et qui ne méritent pas ce titre d'avoir l'honneur des paysans. Non, je suis désolé, on est vraiment dans un rapport productiviste et qui ne se soucie absolument pas des conséquences. Donc vous, agro-industrie, alors Yves Christen, est-ce qu'il s'agit finalement, enfin c'est toujours un mélange de différentes causes, donc j'imagine que vous en avez plusieurs en tête, et à l'intérieur de cette agro-industrie, est-ce que c'est davantage, j'allais dire, la mécanisation que la chimie ? Je pense là au petit gibier par exemple, le fait de pouvoir passer en tracteur partout, à toutes époques, à toutes saisons, d'avoir comblé les fossés, de pouvoir faucher comme ça en quelques secondes, et de broyer donc tout ce qui s'y trouve, joue aussi beaucoup. Et c'est très délicat aujourd'hui, vous pouvez difficilement faire de l'agriculture sans tracteur, c'est rarissime. Oui, alors je crois quand même que la grande cause, c'est évidemment la démographie. C'est que plus il y a d'êtres humains, plus ils habitent quelque part, plus il faut les nourrir, et donc évidemment, par ailleurs, le capitalisme a sa propre logique, qui est une logique industrielle, une logique de bénéfice, etc. etc. Donc, ce qui a été décrit par Tanguy est évidemment exact, et il y a une multitude de causes et de sous-causes qui sont bien connues pour certaines. Il y a évidemment les produits chimiques, il y a évidemment la suppression des haies, il y a les habitats, y compris d'ailleurs les gens qui habitent à la campagne. Hein. Il faut bien reconnaître que le retour, d'une certaine manière, ce qui serait plus optimal, encore que ça se discute, du point de vue écologique, serait de masser les gens dans les villes, c'est-à-dire de sacrifier les villes et de libérer la campagne pour l'agriculture et pour la vie sauvage. Je fais quand même un bémol, parce que vous savez que dans les villes, il y a aussi une faune intéressante, y compris à Paris d'ailleurs, puisque nous avons aujourd'hui, sur le plan aviaire, non seulement
des faucons cresserelles qui existent à Paris depuis pas mal de temps, mais également des faucons pèlerins, qui étaient un animal rarissime il y a peu de temps, des faucons hobereaux, des éperviers, enfin entendons-nous Oui, bien. Mais quelques enfin, couples. malgré tout, c'était à peine imaginable. Oui, de la même Euh, façon, dans la Seine, alors, les les grands poissons... cormorans, par exemple, il y a quelques dizaines d'années, le grand cormoran est une espèce quasiment en voie de disparition, qui existait en baie de Somme, qui existait dans la baie Ouais, tout à fait. Arcachon. Aujourd'hui, il y en a partout. Les pêcheurs ne sont pas contents, bien entendu. Et il y en a sur les bords de la Seine. Alors, ça varie. Vous voyez, par exemple, le héron cendré, on le voit presque partout, y compris dans Paris, et Boulogne, etc., un peu partout. Alors que, par exemple, les ronds pourprés est quasiment devenu Oui. invisible. Hein. Bon, donc, Mm. ça varie d'une espèce à l'autre. Pour Et on diverses pense raisons. aux abeilles, d'ailleurs, Et les aux abeilles, abeilles bien sûr. qui sont plus productives, effectivement, dans des espaces urbains, alors qu'elles sont, elles sont anéanties par des néonicotinoïdes à la campagne. Oui. Alors là, je tiens un propos qui n'a aucune assise scientifique, hein, mais ce qui m'inquiète également, c'est qu'y compris, vous parliez de la démographie, je vous rejoins tout à fait. Pas en France, en tout cas. Cependant, en France, la population des campagnes a plutôt eu tendance à diminuer. C'est-à-dire qu'il y a même des zones entières, où je pense à l'Ardèche, où les habitants ont disparu. Et au lieu... C'est là que c'est intéressant, vous parlez de l'Inde, et de cette imbrication entre la population et les animaux et la campagne. C'est que, paradoxalement, la présence de l'homme dans une agriculture traditionnelle très diversifiée augmentait la biodiversité. Alors, C'est-à-dire que ça dépend de multitudes de paramètres. je pense à l'Ardèche, Oui. c'est par exemple les cultures en terrasse qui créent une Oui. multiplicité de milieux, des petites prairies, des zones de rocaille, des cultures aussi, puisque ce qui va nourrir une quantité d'oiseaux ou d'insectes, et à une époque où il n'y avait pas de produits chimiques. Et quand les gens sont partis avec le remembrement et finalement l'abandon, parce que c'est des zones où on ne pouvait pas cultiver en tracteur, Oui. il fallait que ce soit l'homme à la main et avec ses pauvres outils qui le fassent. Paradoxalement, la biodiversité a également diminué. Et ce que j'ai trouvé un peu inquiétant, je mets une exception, c'était dans les baronnies provençales, c'est que beaucoup de zones aussi où il y a vraiment très peu d'habitants alentour, eh bien là aussi on a observé une diminution du nombre d'espèces. Donc est-ce que finalement l'influence des intrants chimiques est telle que même les frontières sont débordées, c'est-à-dire une grande forêt par exemple bordée par, je pense à la forêt de la Guerche en Touraine, bordée par des champs à la culture conventionnelle, ce qu'on appelle conventionnelle, c'est-à-dire très chimique, eh bien finalement, est-ce que l'impact est tel que les insectes vont être moins nombreux et que dans cette forêt, y compris loin des champs, eh bien la biodiversité va diminuer? Ou est-ce qu'il y a d'autres phénomènes, j'allais dire, presque comme il y a eu de grandes extinctions dans l'histoire de l'humanité, est-ce que finalement, on n'est pas sur également une courbe, un peu comme les humains qui font moins d'enfants aujourd'hui et Il faut voir partout. aussi qu'il y a une multitude d'interactions. Vous voyez, par exemple, vous parliez des villes. Certaines espèces peuvent relativement bien se porter en ville, aussi pour des raisons d'absence de concurrence. Vous voyez. Si on prend le cas des abeilles, je ne suis pas un expert de cette affaire-là, mais on peut imaginer que dans les villes, les abeilles ont moins à faire avec une concurrence par des insectes pollinisateurs qu'à la campagne, où il y a les insectes qui n'osent pas trop aller dans les villes, etc. Donc, vous voyez, la façon avec laquelle ces jeux d'interaction multiples se produisent crée un champ de complexité. Et par ailleurs, quand on parle de biodiversité, ça dépend des catégories d'espèces. On parlait de l'Inde tout à l'heure et de la France. Le rapport, par exemple, aux grands prédateurs n'est pas le même. C'est-à-dire que nous avons, en Europe, considéré qu'il fallait exterminer les gros animaux sauvages prédateurs, d'une part parce qu'on craignait qu'ils ne tuent des êtres humains. Le risque a toujours été extrêmement microscopique, mais on pouvait quand même le craindre. Et puis aussi, peut-être plus, parce que les prédateurs, ils mangent les proies, et les proies, si on préfère les garder pour la chasse et pour notre propre beefsteak, on a intérêt à tuer les prédateurs. Donc on a créé
des schémas d'interaction avec les espèces qui sont assez différents de ce qui se passe en Inde. Hein. La mentalité hindoue est assez différente. La différence entre les humains et les autres animaux n'est pas de la même nature, sans plus que les gens se réincarnent dans les espèces animales. Donc, vous voyez, c'est pas pareil Bien que sûr. dans des sociétés fortement imprégnées de christianisme, dans lesquelles on a dit, en gros, l'homme a le droit, tous les droits sur le reste de la nature. Hein. Et puis, il n'y a pas que le christianisme, il y a Descartes, il y a Kant, etc. Un certain nombre de gens qui ont répandu cette idée qu'on trouve quelquefois chez des auteurs modernes. Attali avait plus ou moins dit qu'on pourrait très bien, après tout, faire vivre je ne sais combien de milliards d'humains sur Terre. Il avait raison, d'ailleurs. Hein. Si on met notre schéma mental en place et qu'on se dit, prenons la planète et structurons-la de manière totalement technocratique, je crois que ça ne marcherait pas parce qu'il y aurait des problèmes qu'on n'aurait pas prévus. Mais enfin, malgré tout, sur le plan théorique, on met en place des systèmes de culture, de l'énergie, des trucs, tout ça de manière très scientifique. On fait vivre les gens dans les grandes barres d'immeubles. Et avec ça, peut-être qu'on peut être 100 milliards sur Terre. Et ça dépend. Alors, est-ce que c'est quelque chose que nous pouvons trouver souhaitable ? Pour ma part, pas trop. J'en doute. Mais Autour de cette table. Oui, donc les paramètres changent en fonction de la situation. Je me suis beaucoup intéressé à ça à cause des éléphants, parce qu'il y a des endroits où les éléphants sont jugés trop nombreux. En Afrique ou en Inde ? En Afrique. En Afrique. Hein, et alors, effectivement, ils dévastent les arbres, etc. Mais finalement, ils créent un autre système. Vous voyez, donc, c'est trop nombreux par rapport à d'autres espèces. C'est peut-être pas trop nombreux du point de vue des éléphants. Donc, tout dépend de ce que l'on veut mettre en place. Hein. Le champ d'interaction est à un niveau de complexité plus important que ce qu'on soupçonne. La biodiversité, c'est pas simplement le fait de calculer le nombre d'espèces qui existent sur un endroit déterminé. Hein. C'est pas seulement ça. Et puis, il y a le fait que on peut souhaiter, en général on souhaite, privilégier certaines espèces par rapport à d'autres. Hein. De façon générale, d'abord parce qu'il y a des espèces qui nous emmerdent un peu, comme les moustiques, il faut bien le dire. Bien sûr. Et ou les rats que vous aimez beaucoup. Oui, les rats, c'est des gens sympathiques. Les défend. Mais bon, tout le monde trouve qu'une panthère, c'est plus joli qu'un rat, par exemple. Moi, je trouve les rats plutôt pas laids, mais enfin... Mais je reconnais qu'une panthère, c'est ce qu'il y a de plus beau. Donc, vous voyez, on va privilégier des animaux plus emblématiques, plus esthétiques, ou qui... Évidemment, un éléphant, ça a une présence, on ne peut pas dire le contraire. Hein. Donc, on a des choix personnels sur des espèces animales. Oui, je pense que aussi le rapport aux animaux est en train de changer parce qu'ils sont entrés dans une phase spectaculaire, eux aussi, puisqu'on voit beaucoup de... En fait, il y a souvent un écran, désormais, entre l'animal, soit sauvage, soit domestique, et ceux qui veulent le défendre. Et je suis frappé aujourd'hui de voir que politiquement, ce sont des citadins, ce sont des technocrates européens qui vont défendre, ou plutôt qui vont avoir un avis très tranché, très définitif sur justement la réhabilitation du loup, la réhabilitation de l'ours, enfin on connaît tous ces thèmes, et finalement qui font preuve d'une très grande condescendance vis-à-vis de ceux qui habitent ces territoires, j'allais dire. Vous voyez. Même moi, je suis otage de ce... Ah oui, un petit accident de plateau. Oui, rien de grave, un verre. Donc, c'est vrai que ce rapport à la nature et aux animaux, je trouve, est complètement... elle est tordue par ce rapport justement spectaculaire. Pour rendre populaire aujourd'hui un animal, il suffit de faire une petite vidéo attachante et on vous fera passer un loup pour un animal tout mignon qui ne fera aucun mal à qui que ce soit. Le loup, c'est une petite anecdote de papa, en tant que père. On était visiter avec ma fille Londres et je m'étonnais du peu de loups qui apparaissaient dans les histoires en Angleterre. Et c'est que la mémoire du loup en Angleterre était largement effacée. Donc il n'y a pas le mythe du grand méchant loup. Donc les enfants n'ont pas peur du loup, ils ont peur d'autres choses. Il y a des figures différentes. Mais le loup n'est pas du tout une créature inquiétante comme il l'est en France. Et vous voyez vraiment, je découvre des tout petits enfants en France, vraiment la peur du loup est sans doute la première chose qui leur vient.
C'est quelque chose de beaucoup plus ancré. Mais c'est logique, le loup au Royaume-Uni a dû disparaître, je crois, des îles britanniques dans les années 1500. Alors qu'en France, il y a eu des loups jusqu'en 1927, je crois, le dernier, ou 1930 dans ces eaux-là. Vous savez, les pays où il y a encore beaucoup de loups, comme l'Italie et l'Espagne, les gens n'ont pas peur. C'est étonnant. Il y a plein de loups dans les villages italiens, les gens ne le savent pas nécessairement, qui viennent fouiller dans les poubelles la nuit. Et les gens n'ont pas véritablement peur. Mais en Inde, par exemple, j'ai rencontré des gens qui dorment dans des forêts où il y a des tigres, ils dorment nus dans des forêts. Ils n'ont absolument pas peur des tigres. Ah oui, en fait, je n'évoquais pas la peur, mais beaucoup plus le fait que le loup soit un prédateur et qu'on n'interroge absolument jamais, ou en tout cas beaucoup trop rarement, ceux qui vivent justement de l'élevage, qui justement sont dans une logique très naturelle, qui ont un rapport à leur environnement qui est extrêmement doux, qui n'a pas d'incidence, qui est à l'exact opposé en plus de l'élevage industriel et qui mériterait d'être au contraire encouragé, et sinon encouragé, au moins écouté. Et justement, je dénonce cette condescendance vis-à-vis de ces populations qui sont souvent les dernières avant un ensauvagement, mais au sens retour à la nature sauvage. Et comme le rappelait d'ailleurs un des articles dans l'Élément, je crois que dans l'Élément, qui ne correspond absolument plus, enfin qui est un mythe en réalité. On se dit, on n'est pas dans une logique américaine. Je sur quelque chose de très vrai, mais avec lequel il faut fonctionner. C'est vrai que l'amour de la nature et le fait est un peu en dehors de la chair. Vous voyez, c'est sincère, mais c'est pas dans le vécu comme c'était à l'époque où les gens avaient le contact eux-mêmes dans leur vie quotidienne avec la nature sauvage, ce qui peut être le cas dans des villages en Inde dont on parlait. Et cette condescendance est exacte. Elle est même exacte, d'ailleurs, du point de vue du bourgeois occidental vis-à-vis de l'indigène, par exemple, africain. C'est-à-dire qu'on voudrait protéger la nature sauvage dans des endroits où les locaux ne s'y intéressent pas nécessairement et qui considèrent à bon droit d'une certaine façon qu'on se mêle de leurs affaires. Hein. Oui. Et c'est d'autant plus anormal que nous avons détruit notre faune sauvage, notre grande faune sauvage, et maintenant, on leur demande de faire ce qu'il faut pour protéger la leur. Alors, je dis qu'il faut vivre avec ça parce que, d'une certaine manière, si on est intéressé par la sauvegarde de la nature sauvage, c'est une bonne chose que des enfants de bourgeois dont les parents n'ont jamais vu de loup ni de bêtes sauvages, eh bien, aient un amour un peu mythique, vous voyez, qui n'est pas du domaine du vécu, comme la mythologie d'avant. Mais, vous savez, c'est un des problèmes de notre monde actuel. Si vous vous intéressez à une toute autre problématique, qui est celle du retour du paganisme lié au monde paysan, tout à fait. Qui est une chose que je vois d'un bon œil en ce qui me concerne. Mais je ne crois pas une seconde que, du point de vue des gens qui adhèrent à cela, il y ait un vécu charnel. Aucun néo-païen ne croit vraiment qu'il y a Zeus dans les nuages, etc. Enfin, et donc c'est quelque chose qui n'est plus vécu de la même façon, quoi. Il y a plus la chair. Alors, c'est évidemment pathétique, hein, mais il faut vivre avec. Et voilà. Alors, et sachant que si, d'une certaine manière, tout ce que vous dites est vrai, mais d'une certaine manière, si on ne se repose que sur la toute petite fraction de la population qui a encore un rapport charnel avec la nature et qui souhaite la protéger, je donne pas cher de la peau de l'ours, là, pour le coup. Hein, oui. Parce que ces gens-là ne pèsent pas dans notre monde. Justement, c'est ce que je regrette. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'on abonde dans le même sens. Ce que je trouve justement regrettable, c'est qu'il soit totalement ignoré. C'est-à-dire que d'avoir une vision des choses, ou en tout cas une connaissance de la nature à travers un écran, mieux vaut ça que rien, effectivement. Mais c'est quand même très
très regrettable de voir qu'aujourd'hui, le débat n'intègre pas toutes les données, ou en tout cas toutes les personnes qui sont concernées. Et les premières à l'être, justement, quand on parle de la réintroduction du loup ou de l'ours, on va jusqu'à nier leur prolifération. Enfin, ça devient un combat aveugle, ou en tout cas, on s'aveugle avec complaisance. On a eu des débats très passionnés ici sur la réintroduction du loup, ou sur le retour du loup. Ah oui. Donc, je crois que vous ne serez pas d'accord sur le sujet. Je sens qu'Yves Christène est plutôt non, je ne suis pas favorable. Sûr qu'on soit pas. Non, je pense simplement que dans la question du loup, comme pour d'autres animaux sauvages, ce serait une erreur très grave de ne s'intéresser qu'à l'aspect quantitatif, le nombre d'individus loups qui existent sur un territoire déterminé, et de savoir si globalement c'est bénéfique ou pas pour la biodiversité. Il y a un tout autre regard sur lequel, là, j'ai beaucoup écrit, notamment à travers mon livre qui sur la notion de sur les animaux sont-ils une personne, c'est que à partir du moment où vous considérez ces gens-là comme des personnes, je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de les tuer. Je pense qu'il y a des situations dans lesquelles on est autorisé à tuer des personnes. C'est ce qu'on fait à la guerre, c'est ce qu'on fait dans l'avortement. Et je suis favorable à l'avortement, et je ne suis pas hostile par principe à la guerre. Même si dans les deux cas, ce n'est pas des choses qui sont en soi sympathiques. Donc il y a des situations dans lesquelles on s'autorise des choses, de la même manière que si quelqu'un de proche est attaqué par un tigre, j'essaierai de protéger quelqu'un de proche plutôt que d'offrir un beefsteak au tigre. Donc tout ça sont des paramètres, mais il ne faut pas oublier que si nous considérons ces gens-là comme des personnes, le fait de tuer tel animal, par exemple tel loup, ça a une incidence. D'abord, c'est gênant vis-à-vis de cette personne-là que vous avez tuée, mais indépendamment de ça, c'est aussi un problème pour les autres personnes loups qui vivent, qui ont un rapport avec cet être. Et d'ailleurs, il y a des études intéressantes qui ont été faites chez les orques, chez les éléphants, etc., où on peut montrer que quand on extrait d'une population un animal particulier, surtout si ces animaux jouent un rôle bien visible, on modifie la structure. C'est pas seulement que ça leur fait de la peine. Il y a guère de doute quand même que le mari de la louve qui est tué, il est malheureux, il n'est pas content, etc. Bon, j'ose espérer que personne n'en dise qu'on vient. Mais ça modifie l'ensemble de ce réseau social, vous voyez. Donc je crois que tout ça, c'est à prendre cette dimension-là des choses, qui n'est pas la dimension de la biodiversité, qui n'est pas la dimension quantitative, c'est à prendre en compte. Vous voyez, prenons dans l'espèce humaine, dans le cas de l'animal humain, imaginez un village dans lequel deux petits-enfants sont assassinés par un salopard quelconque, comme cela se produit hélas assez fréquemment, et que dans le même village, au même moment, il y ait deux naissances de deux autres petits-enfants. Il ne viendra à l'idée de personne de dire il n'y a pas de problème, on en a perdu deux, on en a gagné deux, la démographie est intacte. On voit bien que si on disait ça, quand même, d'ailleurs, personne n'oserait le dire. Non. Donc, je pense qu'il faut avoir ce même type de raisonnement quand on s'intéresse à des personnes d'animaux non humains. Je n'ai pas un raisonnement sectaire. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut jamais être amené à faire des choix, à tuer des gens non humains parce que il se trouve que finalement, il y a des raisons pour ça, etc. Je n'ai pas un raisonnement sectaire. Je dis simplement que cette dimension-là des choses, si on ne la voit pas, on ne voit pas le problème. De la même manière que je vous ai dit que j'étais favorable à l'avortement, mais je crois qu'il est clair que l'avortement consiste à tuer des gens qui n'ont rien fait de mal et qui n'ont pas demandé à mourir. C'est qu'en quoi l'avortement est la problématique strictement inverse de l'euthanasie. Mais, donc, vous voyez, je veux dire simplement que du point de vue éthique, même si on est favorable à l'avortement, ce qui, encore une fois encore, est mon cas, on doit avoir le courage de se dire ça pose un problème éthique parce qu'on tue des gens qui n'ont pas demandé à mourir. De la même manière, si on doit décider de tuer des éléphants, etc., où le problème se pose aujourd'hui, il y a une grosse étude sortie sur les rhinocéros, vous savez qu'on leur coupe la corne pour éviter... Oui, tout à fait. Oui, c'est aussi un problème éthique.
parce que ça protège l'espèce rhinocéros. Maintenant, mettez-vous à la place, si j'ose dire, d'un rhinocéros avec une splendide corne, on vous la coupe, on n'aura pas posé la question. Hein. Mais on peut imaginer que pour le rhinocéros que l'on a coupé sa corne, et aussi pour ceux qui le voient, par exemple sa femelle, tout ça, il a changé de look quand même, ce type-là. Donc, on ne peut pas évacuer cette question. Non, c'est pas important, il suffit de se dire... c'est le problème des chasseurs. Les chasseurs disent, mais c'est pas un problème, puisque globalement, on n'affecte pas la biodiversité, on n'affecte pas les populations dans la quantification générale des populations. Oui, mais enfin, on fait quelque chose qui pose un problème éthique sérieux. Oui, alors oui, ça me laisse évidemment perplexe parce qu'on s'attache effectivement aux animaux comme à des personnes, et si on les définit de cette manière-là, comment traite-t-on la prolifération ? Quand on parle de prolifération, par exemple des sangliers, là, il y a véritablement un débat. J'observe que à la campagne, enfin là où j'habite, si on en parle à des associations protectrices des animaux, elles ont un rapport justement individuel à l'animal. Et donc pas du tout quantitatif, mais chaque animal a le droit de vivre. Et en fait, ce droit, s'il est revendiqué jusqu'au bout, eh bien, on atteint la prolifération. Et donc, avec ses conséquences. Donc, quand on voit, par exemple, que cela cohabite avec une culture extensive avec 2 récoltes par an, puisque maintenant, lorsqu'on a un méthaniseur, eh bien, on peut faire 2 récoltes par an, dont une en pleine période de reproduction des oiseaux, et on se retrouve avec des barres d'effarouchement qui ne parviennent même pas justement à faire fuir les oiseaux à temps, et elles passent dans la machine, quoi, dans la moissonneuse-batteuse. Donc, et pourtant, ça ne suscite pas vraiment de combat. Enfin, j'en entends pas tellement parler. Alors, on en profite, puisqu'on rentre dans le cœur du sujet, mais pour faire une petite pause avec le Bobino de Radio Courtoisie. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Et nous voici de retour pour la 13e émission des Pâturages du Ciel, l'émission consacrée à l'écologie. Et nous parlons ce soir des animaux avec Yves Christen, biologiste, essayiste, écrivain prolifique. Donc. Et puis Tanguy Devienne, architecte amoureux aussi des belles choses du patrimoine et protecteur chez lui à Grésy-Suines, on peut le dire, où il est candidat à la mairie d'ailleurs, de la biodiversité. Donc, grande question, effectivement. Sur, finalement, et je suis très heureux d'avoir Yves Christen ce soir avec nous, quelle est la place de l'animal ? Quel est le propre de l'homme ? Vous parliez, Yves Christen, d'animaux non humains. Est-ce que vous ne faites aucune différence entre tous les vivants dans ce cas ? C'est-à-dire qu'entre la fourmi, le cerf et le panda, finalement, la valeur de chaque existence, à vos yeux, est-elle la même ? Ça, c'est la première chose. Qu'est-ce qui vous distinguerait finalement des fameux antispécistes qui sont conspués par la droite, mais souvent maladroitement, parce qu'on ne connaît pas forcément les sous-jacents, au nom de quelques sorties qui ont fait beaucoup rire sur les punaises de lit ou sur les moustiques, je pense à Émeric Caron. Finalement, qu'est-ce qui vous distinguerait d'eux, qui sont là pour la plupart du temps à gauche, et grand sujet, est-ce qu'il y a un propre de l'homme malgré tout ? Si l'homme est un animal parmi d'autres, qu'est-ce qui le distinguerait ? Vous avez donné un éclairage tout à l'heure, la capacité de se projeter, de se représenter le monde. Vous disiez non, justement que que chaque animal avait une façon de se représenter le monde. Voilà, ça fait beaucoup de questions, mais j'ai hâte de vous entendre. Oui, alors le début de la question, c'est qu'est-ce qui nous distingue ? Moi, je ne vois que des différences. Donc, je ne suis pas en train de dire que l'espèce humaine, c'est la même chose que l'orictérope ou l'ornithorynque, n'est-ce pas ? Évidemment que non. Hein. Il y a effectivement beaucoup de différences entre les différentes espèces. Par contre, il y a aussi, comment dirais-je, quelque chose de fondamentalement similaire, notamment pour ce qui est du regard sur le monde. Et pourquoi je dis ça ? Je le dis parce qu'on peut le démontrer point par point, on y reviendra peut-être sur quelques exemples. Mais pour au moins 2 raisons fondamentales qu'il faut bien avoir à l'esprit, qui vous expliquent pourquoi je pense que globalement, le fonctionnement de l'esprit est le même chez l'ensemble des porteurs de cerveau. D'une part,
c'est qu'il y a une origine phylogénétique commune et que le matériel dont nous sommes faits, en termes de neurones, en termes de structure cellulaire, en termes de génétique, c'est le même type de matériaux, n'est-ce pas? Il n'y a pas une biologie de l'homme et une biologie du ver de terre. Il y a un matériel commun. Et le deuxième élément, qui est notre aspect des choses, c'est le fait que nous sommes soumis aux mêmes lois de la physique, parce que nous habitons la même terre. Et ça impose à l'ensemble des animaux, c'est plus vrai pour les vertébrés, bien entendu, mais c'est aussi vrai pour les autres, d'avoir une même connaissance innée des lois de la physique. Quand je parle des lois de la physique, on m'a bien compris que je ne suis pas en train de dire que la plupart des souris s'intéressent aux théories d'Einstein. Mais si vous prenez quelque chose comme la gravitation universelle, tout le monde y est soumis, y compris celui qui vole dans l'air, la chauve-souris, etc. Il trouve une solution, mais il est soumis à ça. Et ça veut dire qu'en termes de computation cérébrale, il fonctionne avec. Imaginez un léopard qui attaque une proie, qui court derrière la proie et qui va se jeter sur elle en espérant pouvoir l'atteindre le plus près possible du cou pour planter ses canines dans le cou. Cet animal, il ne fait pas du tout une opération simple. Il n'est pas au point A visant le point B, en se disant là j'ai 12,50 mètres de distance à accomplir, ça va me prendre tant de secondes. C'est pas du tout ça. Parce que, il va courir, la proie va courir aussi. Donc, au moment du point de départ, et au moment où il va se lancer pour sauter dessus, il faut qu'il ait fait un calcul, bien sûr c'est un calcul qui n'est pas nécessairement conscient, qui intègre sa vitesse propre, la vitesse de sa cible. Il faut qu'il intègre également la puissance avec laquelle il va falloir qu'il atterrisse, parce que si ça n'est pas le cas, il va glisser sur la proie, il ne va pas pouvoir se planter. Donc, et bien sûr, il a fallu auparavant qu'il réfléchisse pour savoir comment il allait faire pour aller attaquer, quel est le moment optimal. Donc, vous voyez, sur une affaire comme celle-là, qui vue de loin, comme les gens qui regardent sur des écrans, comme disait Tanguy tout à l'heure, qui voient effectivement une superbe chasse, comme ça, il se dit, c'est simple, le léopard, il a vu une antilope, il court derrière, il attaque, il la tue, c'est très simple, comme s'il allait au supermarché. Alors, en l'occurrence, on perçoit très bien cette appréhension, cette tactique, on sent très bien que ce n'est pas facile. Oui, et donc, ce rapport au réel... l'aspect des lois de la physique, que j'intègre. C'est-à-dire les règles du jeu, ce que vous d'avoir appelez... fait une computation sur ces choses-là. C'est une computation complexe. Et pourquoi le léopard connaît les lois de la physique aussi bien que nous, aussi bien en tout cas que, par exemple, quelqu'un qui n'a pas fait d'études de physique, un paysan à l'ancienne, par exemple. Et c'est parce que, tout simplement, tous les deux vivent dans le même univers physique avec les mêmes lois de la physique. Donc, ils fonctionnent avec. Ils sont faits pour, si je puis dire. Même si on avait une vision non darwinienne, vous avez bien compris que ce n'était pas mon cas, mais même si vous croyez que c'est le petit Jésus qui a créé les êtres humains, vous concevez qu'ils sont faits pour ça, ils sont faits pour fonctionner dans ce monde-là. Donc il n'est pas étonnant, il n'est pas surprenant que l'ensemble des êtres porteurs de cerveau aient le même type de fonctionnement pour être en rapport avec le monde, parce que c'est avec le même monde qu'ils doivent interagir. Donc ça, c'est l'aspect le plus global. Maintenant, ceci, on peut l'investiguer sur des points particuliers. Il y en a une dizaine. Et une dizaine, non, il y en a une centaine plutôt. Mais ce que j'affirme, c'est qu'aucun des propres de l'homme ne résiste à l'examen, et singulièrement d'ailleurs ceux qui paraissent les plus évolués, là où on se dit là quand même, par exemple la conscience. Mais même si vous prenez dans la conscience les parties de la conscience qui nous paraissent les plus extraordinaires, je pense à la métacognition, c'est-à-dire le fait de savoir que l'on sait. Longtemps, on a dit les animaux savent, mais nous on sait qu'on sait, les animaux ne savent pas qu'ils savent. Affirmation gratuite d'ailleurs, parce qu'à l'époque où on affirmait cela, oui, on n'avait pas de moyens scientifiques pour indice de savoir, mais on le pensait comme ça au pif. Or,
là, on sait par de très belles expériences que les animaux savent qu'ils savent, à travers une série d'études chez les singes, chez les dauphins, même chez les rats. On peut par exemple soumettre des animaux à des questionnaires en leur proposant la possibilité de donner la bonne réponse, par oui ou par non, ou de passer leur tour. Alors, par exemple, leur dire on te donne 3 jetons, avec des jetons ils peuvent acheter de la nourriture, etc. Ils font du business. 3 jetons, si tu as donné la bonne réponse, mais si tu donnes la mauvaise réponse, on t'en prend 3. Ils n'aiment pas perdre. Les animaux n'aiment pas perdre, surtout les petits singes. Mais tu as la possibilité de passer ton tour. Et là, soit tu vas gagner qu'un jeton ou en perdre qu'un, enfin, peu importe le schéma. C'est-à-dire que l'animal, il a la possibilité, quand il n'est pas sûr, de passer son tour. Et on voit que quand il n'est pas sûr, il passe son tour. Et on le voit, on peut démontrer que c'est bien à cause de ça, parce qu'on peut, par exemple, chez les singes, demander à un animal, en leur présentant sur ordinateur des figures avec des pixels, vous voyez, et on leur dit, par exemple, pour avoir la bonne réponse, il faut que... Est-ce qu'il y a moins de 5900 pixels? Vous voyez, pas 3 ou 4. Lorsqu'il y a, par exemple, simplement 1000 pixels, l'animal répond qu'il veut répondre. Il voit tout de suite que c'est... Si vous avez 5600, là, il va dire souvent, je préfère pas répondre. Vous voyez, on voit bien que la réponse d'incertitude, je ne sais pas si je sais, cette réponse-là, elle apparaît précisément quand il a des bonnes raisons de ne pas savoir qui c'est. Donc, vous voyez, la métacognition... Donc ça, c'est un élément. Le savoir. Le rire, on parlait du rire tout à l'heure. Alors le rire, non, ça on sait que... D'ailleurs, même elle a fait des expériences chez les rats, on les chatouille, ils rigolent beaucoup. Les rats rigolent aussi. On voit les renards rire, effectivement. Les grands singes rient. Non, ça, je crois que c'est quelque chose... Le rire, on écarte. Je crois que plus personne ne pense que le rire serait propre de l'homme. Ce qui a longtemps, en tout cas moi, quand j'étais à l'école, une trentaine d'années, c'était le culte des morts, par exemple. Non, ça, qui était cité pour distinguer. Alors, il y a les cimetières d'éléphants. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Les cimetières d'éléphants, ce n'est pas des choses validées. Non. Mais par contre, on sait que les éléphants s'intéressent aux ossements de leurs congénères. Ça les attire, etc. On sait également qu'ils ont des rapports de sorte de rite lorsqu'ils assistent, j'allais dire, aux obsèques. Au décès d'un camarade, surtout si c'est un copain à eux ou un proche parent. Chez les grands singes, chez les chimpanzés, on a maintenant une multitude d'observations de mères chimpanzés qui gardent le fœtus, la momie de leur enfant sur le dos pendant des semaines et des semaines. Il n'y a pas de doute que les animaux, beaucoup d'animaux, perçoivent la mort de gens auxquels ils tiennent et que ça leur fait quelque chose. Par parenthèse, c'est assez banal que de constater ça. Alors, je parlais vraiment d'un animal qui a consacré tant de temps à élever son petit, le voir mourir, ça ne peut pas lui être indifférent. Bien sûr. Alors, je pensais vraiment au culte des morts, c'est entièrement rituel funéraire. Il y a quelques... Évidemment... la plupart des animaux sont un peu handicapés par rapport à l'espèce humaine parce qu'il y a un problème d'objets pour utiliser. Mais par exemple, on a trouvé récemment, d'ailleurs en Inde, des endroits où des jeunes éléphantaux morts ont été placés d'une certaine manière. Alors c'est plus facile pour un éléphant, dans des espèces de canaux creusés, parce qu'un éléphant, ça a des instruments avec des défenses, et puis un éléphant, c'est une bête qui a une certaine force physique, vous voyez. Mais il faut voir aussi que pour toutes ces choses-là, on doit tenir compte d'un paramètre, qui est le luxe que l'on peut se payer pour faire quelque chose. Vous voyez, il fut un temps où, je me souviens quand j'étais enfant, d'ailleurs, il y avait une famille qui avait une multitude d'enfants. D'ailleurs, les gens humains, mauvaise langue comme toujours, les traitaient un peu de rats. Et la mère produisait comme ça, il mourait comme ça. Lapin, bon. Mais pour autant qu'on le sache, à vrai dire, j'étais enfant, je ne suis pas sûr de ce que j'affirme. Ça ne semblait pas être un grand problème. Du reste, d'ailleurs, je quitte cette famille un peu particulière. Pour les gens de la génération de mes parents,
c'était normal d'avoir des enfants morts-nés. C'était une chose tout à fait. fréquente. D'ailleurs, souvent, on comptait les enfants vivants, les enfants morts-nés. Vous voyez, il y avait une espèce d'une double arithmétique. Hein. Et les mères, les familles le prenaient, pour autant qu'on le sache, plutôt bien. Vous voyez, ça rentrait. C'est un peu pareil que les morts à la guerre, d'ailleurs. Hein. Il y a des contextes dans lesquels la mort était vécue, c'est moins vrai maintenant, encore que, vous savez, dans des zones où ça meurt beaucoup, comment les gens à Gaza vivent-ils la situation je pense que le premier mort dans la famille, c'est un problème catastrophique. Quand il y en a eu 18, après on rentre dans l'arithmétique, vous voyez. Donc il y a des contextes dans lesquels, en fonction de la situation, on se paie le luxe d'avoir un chagrin additionnel, d'avoir une dépense additionnelle, vous voyez. Et sinon, que les animaux n'ont pas ce luxe, c'est ce que vous nous dites. Certains l'ont peut-être, d'ailleurs, dans certaines circonstances. Hein, mais on fonctionne avec. Vous voyez, je pense à un autre domaine, c'est marginal, mais c'est pour vous faire sentir le sens de ma réponse. La question de l'art, par exemple. Alors, une fois encore, je ne crois pas une seule seconde qu'il y ait des œuvres d'art équivalentes à Van Weyden, Raphaël ou Rubens, ailleurs que chez les êtres humains. Hein. Mais lorsqu'on a eu quelques peintures réalisées par des singes, par des chimpanzés, surtout par des gorilles aussi, hein, moi, ça ne m'a pas impressionné, mais certains trouvaient que c'était formidable. Il y a beaucoup d'artistes modernes qui ont trouvé que c'était le sommet de l'art, hein, ce qui n'est pas exactement mon point de vue. Et certains biologistes se sont dit, mais voyez, ou des gens qui considèrent qu'il y a un propre de l'homme ont dit, mais ces singes-là, d'accord, ils ont fait ça, mais parce qu'ils étaient avec des hommes. Ils l'ont jamais fait dans la nature. Et oui, mais le fait d'être un peintre, quand vous êtes Léonard de Vinci, vous pouvez peindre. Pourquoi ? Parce qu'il y a le roi de France qui vous donne à manger. Hein. Et tous les grands peintres, c'était comme ça. Les grands peintres, ils ont pu peindre, c'est-à-dire consacrer leur temps à cela, parce qu'ils n'avaient pas de temps à consacrer à la recherche de la nourriture. Animale. Hein. Donc, les animaux dans la nature, comme les humains, en dehors de quelques situations privilégiées, et même l'homme moderne, il consacre, c'est moins vrai avec les 35 heures, hein, mais il consacre quand même normalement l'essentiel de son temps à rechercher de la nourriture. Soit parce qu'il va le chasser, si c'est un chasseur-cueilleur, soit parce qu'il va travailler pour qu'on lui donne de l'argent pour qu'il aille au supermarché. Hein. Donc il y a des choses qui sont une forme de luxe. Nos sociétés civilisées, entre guillemets, ont permis d'accroître la possibilité de luxe. On peut discuter d'ailleurs. Hein. Mais il est clair que plus on est proche de la nature, et songez aux paysans, aux vrais paysans, hein, aux paysans des temps jadis, ils avaient moins le luxe. Non, mais c'est justement c'est cette proximité vis-à-vis de la nature qui aujourd'hui nous met face à un paradoxe. C'est-à-dire que vous aurez des ardents défenseurs de la nature tels que vous le préconisez, c'est-à-dire on considère que chaque animal est une personne et qu'on doit avoir un rapport extrêmement respectueux à une personne. Donc le tuer, ce serait l'assassiner. Et en même temps, une autre, je dirais, un rapport à la nature qui est plus traditionnel, qui intègre la chasse, qui intègre un rapport justement à un environnement global, avec lequel d'ailleurs je me sens plus à l'aise. Où l'homme se sent prédateur, finalement. Alors, où l'homme n'est pas forcément prédateur, c'est plutôt... Non, mais j'entends dans le sens où il ne va pas tuer pour le plaisir de tuer ou par productivisme, mais pour se nourrir, pour... Oui, idéalement, je ne vais pas défendre la chasse en Sologne, avec justement, ça a même donné l'expression, la sonialisation, c'est-à-dire qu'on découpe la forêt et on met des barrières absolument partout, on lâche effectivement du gibier pour le tuer immédiatement, et le but, c'est le tableau de chasse. Donc, on est très très loin, là, on est vraiment dans une représentation très très spectaculaire de la chasse, et qui n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était d'une manière ancestrale. Mais c'est vrai que étant donné que je me confronte moi-même à ces deux points de vue et qui aujourd'hui s'opposent d'une manière de plus en plus prégnante, un fossé se creuse et c'est ça qui vraiment m'interroge. Ça me laisse vraiment très perplexe, que je ne vois pas comment on peut réconcilier ces deux extrêmes, il faut bien le dire,
entre le fait de laisser proliférer, parce que on peut parler de prolifération. J'ai un exemple d'un voisin qui a laissé proliférer des daims, et tout le monde trouvait ça très, très mignon, puisque le daim, apparemment, n'est pas territorial, donc il n'a pas d'agressivité vis-à-vis de l'homme. Contrairement d'ailleurs au chevreuil, qui est très territorial et il peut vous attaquer. Donc ne vous amusez pas à élever un chevreuil. Je l'ai vécu. Ouais. Et en fait, cette prolifération de daims a anéanti toute une forêt. Toute une forêt. C'est devenu vraiment un terrain désert, ou en tout cas qui est en train de... qui est tellement déséquilibré qu'aujourd'hui, on a sacrifié tout le reste pour... je ne suis pas contre ce que vous dites. Moi, je ne dis pas qu'il y a une nécessité absolue de protéger chaque être vivant. Je dis qu'il y a une problématique là-dessus. Oui. Lorsqu'un moustique m'agresse, je peux être amené à l'écraser. Voyez ? Oui, c'est ce qui vous distingue des antispécistes. De la même manière, j'aimerais bien être plus herbivore, mais je suis par goût plutôt carnivore, voyez ? Ça me culpabilise un peu, on a tous des espèces de pseudo-contradictions comme ça. Et je crois d'ailleurs que nous sommes une espèce qui est omnivore, mais qui est plus carnivore qu'autre chose. Vous voyez, et que d'ailleurs, le développement du cerveau a été en partie lié au caractère carnivore de l'espèce humaine. Donc je ne suis pas du tout... Par ailleurs, je suis tout ce qu'il y a de plus darwinien. Donc je n'élimine pas cette problématique du fait qu'il y a des contingences, des nécessités, qu'il y a des choix à faire et que la vie est dramatique, etc. Je ne fais pas un absolu de tout ça. Je dis simplement que quand on tue un éléphant, on tue une personne qui a une personnalité, une intelligence, une sensibilité. On tue réellement une personne. Il peut advenir qu'on soit amené à le faire. De la même manière, c'est une mauvaise comparaison. Enfin, si un flic tue un gangster, il tue une personne. C'est, à mon avis, plutôt dans le cas présent, une bonne chose. Ça me paraît moins problématique du point de vue moral que tuer un éléphant, parce que l'éléphant, il n'a rien fait de mal. Vous voyez. Mais je ne conteste pas cette problématique. Je sais bien que d'une certaine manière, il n'y a pas la place pour tout le monde et qu'on ne peut pas protéger tout le monde et que de toutes les manières, les animaux sont eux-mêmes victimes des prédateurs. Donc, ils sont aussi faits pour mourir, comme nous, du reste. Oui. Donc, je suis pas dans une problématique strictement opposée à ce que vous dites et même, je vois avec beaucoup de sympathie ce que vous exprimez. En fait, c'est surtout parce que les conséquences sont impressionnantes et qu'on interroge... En fait, il ne s'agit pas de nier cette problématique, c'est de savoir comment la résoudre et comment retrouver un certain équilibre. Quand on entend, justement, quand on lit l'article sur Charles Stepanov, effectivement, on a un rapport à l'animal lors de la chasse qui, traditionnellement, est respectueux. Et c'est justement ce qu'il explique. Je trouvais que c'était... tout à fait, ça illustrait tout à fait ce rapport à l'animal qui n'est pas dans une logique d'abattage ou d'indifférence. J'ai lu en faisant mes recherches avant l'émission une définition qui pourrait vous convenir. C'est Nietzsche, dans Par-delà le bien et le mal. L'homme est un animal dont le caractère propre n'est pas encore fixé. Est-ce que ça pourrait vous aller pour distinguer l'homme de l'animal ? Beaucoup de définitions possibles de l'homme peuvent me convenir, mais je crois qu'elles ne sont pas des absolus. Et à commencer par celle-ci, je pense que le caractère, comment dirais-je, d'aucun animal n'est fixé à la naissance. Donc, bien entendu, que l'espèce humaine bénéficie d'un long temps de maturation. C'est une espèce qu'on dit souvent néoténique, qui veut dire se reproduire à l'état larvaire, au sens strict. Bon. Mais d'autres espèces, si vous prenez les chimpanzés, ils mettent beaucoup de temps à se former. Chimpanzé, un humain, c'est à peu près la même chose. Mais, je veux dire, en termes de sensibilité, d'intelligence, donc, il y a du vrai dans ce que dit Nietzsche, mais ce que je conteste, c'est que ce soit effectivement un absolu. De la même manière que si vous me dites que pour élaborer que les humains sont une espèce
particulièrement doué pour la littérature. Je vais pas le Je ne vais contester. pas dire le contraire. Hein. Ça ne suffirait pas, effectivement, à définir si vous l'homme. me disiez cela, je dirais que l'argument se retourne contre vous. Je me souviens, quand j'ai publié L'animal est une personne, Elisabeth Lévy m'avait interrogé pour Le Point. Elle m'avait dit, mais quand même, l'espèce humaine a produit Homère, Dostoïevski et Darwin. Je crois que c'est les 3 noms qu'elle avait cités, 3 noms qui m'étaient sympathiques. Est-ce que ça vous émerveille pas? Bien sûr que ça m'émerveille complètement. Complètement. C'est fantastique. Mais ça, c'est l'argument le pire que l'on puisse produire, car il veut dire exactement l'inverse de ce qu'on croit qu'il dit. Car si vous dites ça, la ligne de fracture ne sépare pas les humains des animaux non humains, elle sépare 1/1000e ou 1/10 000e de l'humanité de tout le reste de l'humanité. Donc c'est une vision absolument terrible que de dire ça. Il n'est pas vrai de prétendre que les humains vont sur la Lune. La plupart des humains ne savent pas aller sur la Lune. Et nous-mêmes, qui sommes plutôt plus cultivés que la moyenne, moi j'ai fait de la science toute ma vie, je suis incapable d'aller sur la Lune. Hein. Il y a 1000 choses que je suis incapable de faire. Vous voyez, quant à écrire l'Iliade et l'Odyssée, combien d'humains, même aujourd'hui, seraient capables de le faire? Simplement de le lire. D'écrire en grec ancien, d'ailleurs. Oui, bon. alors là... Mais, donc, vous voyez, cet argument-là est totalement inopérant, comme d'ailleurs la plupart des arguments. Et je m'étonne d'ailleurs du fait qu'il y a si peu de réactions critiques. On parlait de Stepanov tout à l'heure. Il a écrit un livre très intéressant sur l'attachement, qui est un bon livre, hein, et un livre utile, qui d'ailleurs va globalement, dans mon sens, où je vais dans le sien, mais qui est l'importance de l'attachement, et notamment de l'attachement entre les hommes et les animaux. Mais lui dit, et il évoque notamment le cas du chien, que ça, c'est une spécificité humaine. Sans se rendre compte du caractère totalement contradictoire de ces propos, puisque bien entendu, si les humains sont attachés à leurs chiens, il est encore plus vrai que les chiens sont attachés à leurs humains. Et pour une très bonne raison, d'ailleurs, c'est que le chien a plus besoin dans le couple de l'homme que l'inverse, puisque le chien, il doit sa nourriture à l'homme. Donc, voyez que même sur quelque chose comme ça, une fois encore, je ne critique pas le point de vue Stepanov, en aucune manière, mais je veux dire que ça paraît automatique. Chaque fois qu'on voit quelque chose qui nous paraît, dans lequel il y a un truc un peu particulier dans l'espèce humaine, on se dit, ben voilà, ça c'est un truc qui est totalement spécifique. Eh bien, je crois, après avoir étudié autant que faire se peut, qu'il n'y a rien de tel. Et je ne vois pas comment il pourrait y avoir quelque chose que... Je ne vois pas comment, dans l'évolution des espèces, à un moment donné, boum, alors sauf à imaginer un point de vue purement religieux, qui est de dire que Dieu, à un moment donné, boum, aurait décidé que c'est comme ça, il aurait introduit quelque chose qu'on n'appellerait pas l'âme, parce que l'âme, même dans les temps anciens, même les religieux considéraient que les animaux avaient une âme. Une sorte de super-âme qu'il aurait introduite que chez les humains. Et on se demande d'ailleurs comment il ferait pour le réintroduire à chaque fois, puisque s'il ne le réintroduit pas par le biais d'hérédité, il faudrait qu'il fasse chaque fois la même opération. Ça lui donnerait du boulot quand même, hein, sur l'ensemble de la planète. Et donc, vous voyez, je ne vois pas comment ça me paraît un péché contre l'esprit d'imaginer l'existence d'un propre de l'homme. Et en tout cas, je dirais que la logique de ce que je viens de vous dire signifie que la charge de la preuve devrait être en sens inverse. Moi, je me suis beaucoup donné de mal pour déconstruire l'idée habituelle. Mais il me semble que la logique aurait été qu'on mette la charge de la preuve en sens inverse, qu'on essaie de trouver réellement quelque chose qui ressemble à une vraie spécificité et qu'on essaie de montrer que c'est une vraie spécificité. En tout cas, on sent que vous êtes plus proche de La Fontaine que de Descartes, en tout cas sur le rapport à l'animal. Oui, enfin, votre bestiaire Descartes est un grand homme. Je parle bien sûr, tout ça à la légère. Je pense à sa vision sa vision de l'animal-machine. C'est pas des zigotos. Ouais. Oui, bien sûr. Moi, je veux bien que l'animal soit une machine, parce que je crois que l'homme est une machine aussi, donc nous sommes tous des machines. Alors, parlons attachement, vous étiez sur le sujet. Racontez-nous votre souvenir avec un animal le plus émouvant, que ce soit dans le cadre d'une étude ou dans la nature. Ou peut-être votre découverte la plus fascinante. Il y a beaucoup d'animaux qui ont changé ma façon de voir. Je dois dire d'ailleurs que jusqu'à une époque, qui n'est pas récente, mais enfin, qui va bien au-delà de l'adolescence,
j'avais une vision un peu scientiste. Vous voyez, quand j'étais jeune savant, j'avais une vision purement opérative de ces objets, quoi. Bon, j'ai changé mon regard là-dessus, hein. À la fois par l'étude d'un certain nombre de choses, et puis aussi par des expériences particulières. De ce point de vue, ma fréquentation des léopards en Afrique et ailleurs aussi, mais surtout en Afrique, bon, m'a beaucoup marqué, impressionné, parce que j'en ai vu mourir déjà, et le spectacle de la mort, c'est évidemment quelque chose qui est marquant. Et puis, il y a des personnes animales comme ça que j'ai cherchées, que j'ai retrouvées, et ça m'a fait du bien de les retrouver, vous voyez. Et d'ailleurs, ce faisant, ça m'a permis de découvrir des choses qui n'étaient pas connues auparavant, que je n'ai d'ailleurs pas encore publiées, car j'ai une vision qui est assez proche de celle de Lévi-Strauss vis-à-vis des humains, hein. C'est-à-dire que la distribution des animaux est fonction de leur relation de parenté, hein, et de parenté génétique. C'est ce qui, à mon avis, conditionne le plus la manière avec laquelle les animaux se distribuent, et notamment les mâles, parce que les mâles partent plus loin, en particulier chez les léopards, mais ils ne partent pas si loin que ça. Et d'ailleurs, vous parliez de la mort, j'ai été très frappé aussi par le fait que, souvent, ça a été décrit chez les chimpanzés aussi, mais moi je l'ai vu plusieurs fois chez les léopards, notamment les mâles qui partent un peu plus loin que les femelles, viennent parfois, peut-être souvent, parce qu'à vrai dire, on ne sait pas en général où ils meurent, à là où ils sont nés. Et je tente à imaginer que c'est parce que dans leur représentation un peu mythologique des choses, c'était un lieu de grande sécurité. C'était pas un lieu de grande sécurité, ils auraient pu mourir, ils meurent souvent, les bébés léopards. Mais enfin, comme ils ont survécu, la preuve est pour eux que ça a marché. Et parce que leur mère était là et que leur mère s'occupait d'eux, donc ils se disent là, il peut rien m'arriver, quoi. Enfin, en tout cas, s'il y a un endroit où je suis le mieux protégé, c'est là. Est-ce que c'est pour ça? Est-ce que c'est autre chose? Dieu seul le sait, hein. On touche au terme de l'émission, et merci de nous avoir partagé cette vision. Et voilà, vous avez à cette table trois humains, animaux, trois mammifères, qui, je pense, ont appris beaucoup de choses. Je vais très rapidement parler de la pollution au cadmium. Peut-être que Tanguy de Vienne, vous voulez rapidement évoquer le sujet. La pollution au cadmium, effectivement, on trouve son origine encore dans les pratiques agricoles. Voilà. Et nous avons le trophée en France de la pollution au cadmium. Exactement. C'est insidieux. Je trouve que ça illustre tout à fait, en tout cas le rapport au cadmium et les réactions. On s'attaque encore aux conséquences et non pas aux causes. C'est-à-dire que la dénonciation, alors c'est vrai que c'est une ritournelle à la fin, de dénoncer les pratiques agricoles, mais effectivement, ce sont celles qui sont les principales responsables. C'est absolument indéniable. C'est un métal lourd qui est fortement présent dans les engrais phosphatés et qui reste dans les sols, mais qu'on retrouve de plus en plus dans les grains de blé et qui est considéré comme cancérogène aujourd'hui. Et très résistant. C'est 10 à 20 ans avant de... J'avais lu même davantage encore, mais je crois que c'est effectivement... Oui, c'est suffisant pour vous tuer, en tout cas. En tout cas, ce qui est inquiétant, c'est la comparaison avec d'autres pays. Et là, c'est aussi, enfin, parce que beaucoup d'études sont contestées par certains lobbies, la certitude que cette pollution est liée directement à la pratique d'intrants chimiques, en l'occurrence des engrais venus du Maroc. Voilà, je pense qu'on aurait encore beaucoup d'autres sujets à partager, mais on les gardera pour la prochaine fois. Tanguy, peut-être un dernier mot? Oui, parce que on avait évoqué avant l'émission Silence dans les champs. Ah oui, ça rejoint tout à fait ça. C'est une très bonne... On est dans une logique d'intimidation, on est dans une logique où la politique que l'on croit dominante en réalité a été... Rappelez-nous l'auteur, Silence dans les champs. C'est si vous vous souvenez, Beauchamp. Le gendre. Le gendre, pardon. Oui, attendez, j'ai ma fiche quand même. C'est prix Albert Londres, et donc
C'est un livre qui révèle tout à fait les pratiques en Bretagne. Avec des pressions et des pratiques presque, Nicolas Legendre, mafieuses. C'est un livre qui est sorti en 2023 et qui illustre parfaitement ce que l'on vient d'évoquer. Parfait. Eh bien, écoutez, merci à tous les trois. Merci Yves Christen d'avoir accepté cette invitation et de nous avoir partagé votre passion pour les bêtes et bestioles. Merci Tanguy de Vienne. Continuez à soigner le petit paradis qui vous est échu. Et puis, merci à tous les auditeurs d'avoir suivi cette émission. Et je vous donne rendez-vous donc pour la prochaine où nous évoquerons un très beau sujet. Je laisse un peu le suspense, mais effectivement là on parlera plutôt d'arbres après avoir parlé d'animaux. Merci et très bonne soirée à tous.